Salut à tous, bienvenue, c'est Jean-Mi. On vient à parler de Navoria. Navoria est un jeu d'exploration captivant conçu et illustré par Meng Chunin. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, des durées de partie d'environ 20 minutes par joueur à partir de 12 ans. Le jeu est édité en France par Silex. Vous allez partir à la découverte de continents qui viennent d'émerger des flots. Vous êtes mandaté par le conseil de Navoria pour cartographier ces nouvelles terres, y établir des colonies et collaborer avec les espèces de ce monde magique. À chaque tour, vous allez utiliser des jetons d'action afin de récupérer des cartes et constituer un tableau. Les cartes vont vous offrir des bonus immédiats, des bonus à la fin de la partie et tout un tas de choses qui vont vous permettre de les faire comboter entre elles. Vous allez également envoyer vos explorateurs bâtir de nouveaux refuges, découvrir ce nouveau continent. La partie se joue en plusieurs manches et à la fin de la partie, celui avec le plus de points remporte la victoire. À vous de bien planifier vos expéditions, de bien gérer vos ressources afin de bâtir votre réputation d'explorateur. Allez, on va voir comment ça se passe. Et on se retrouve avec le matériel. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord vous expliquer les règles du jeu, puis ensuite, je vous donnerai mon avis sur ce dernier. Dans le pays magique de Navoria, d'étranges nouveaux continents ont émergé de la mer. Le conseil de Navoria a décrété que ces nouveaux continents devaient être explorés. Vous faites partie de la poignée d'aventuriers qui a répondu à l'appel. Le décor est planté pour l'aventure de votre vie. Une partie de Navoria se déroule en 3 manches. À chaque manche, vous recrutez des habitants, ce sont les cartes, et vous allez gagner des récompenses. À la fin de la 3e manche, le joueur avec le plus de points gagne la partie. Pour la mise en place, vous commencez par placer le plateau principal au centre de la table. Ensuite, vous placez les différentes ressources, épées, cristaux et fruits, en pile près du plateau, à portée de main de tous les joueurs. Ensuite, vous allez placer tous les jetons actions dans le sac. Cependant, dans une partie à 2 joueurs, seuls 2 jetons actions de chaque couleur sont placés dans le sac. Vous allez séparer les cartes habitants par couleur et vous les mélangez. Vous allez placer chaque paquet sur l'espace correspondant du plateau principal et vous révélez les 3 premières cartes de chaque pioche ainsi formées et vous les placez à côté de leurs pioches respectives. Vous mélangez toutes les tuiles au faveur et vous en tirez 4 au hasard. Vous placez les tuiles au hasard sur les cases correspondantes du plateau. Vous pouvez remettre toutes les tuiles non utilisées dans la boîte, elles ne seront pas utilisées au cours de la partie. Chaque joueur prend un plateau et tous les éléments de la même couleur. Il place un refuge sur chaque emplacement dédié de son plateau. Chaque joueur prend également une aide de jeu. Ensuite, vous placez un explorateur sur la première case de chacune des 3 pistes d'exploration. Vous placez le marqueur de points sur la case de 0 de la piste et vous placez vos marqueurs faveurs près de votre plateau. Vous allez déterminer au hasard un premier joueur et vous placez son marqueur d'ordre de tour sur l'emplacement 1 de la boussole. Et dans le sens aiguille d'une montre, les autres joueurs placent chacun leur marqueur sur les cases suivantes. Une partie de Navoria se déroule en 3 manches. Chacune est composée de 4 phases. Chacune est composée de 4 phases dans l'ordre suivant. D'abord une phase de recrutement, puis une phase de récolte, suivi d'une phase de revenu et finalement une phase de repos. Vous allez répéter ces 4 phases en l'ordre à chaque manche. À la fin de la 3e manche, le jeu se termine et les points finaux sont comptabilisés. Le joueur avec le plus de points l'emporte. En cas d'égalité pour la première place, la victoire est partagée entre les joueurs concernés. La première phase est donc la phase de recrutement. En commençant par le premier joueur et en suivant l'ordre de la boussole, les joueurs vont avoir 2 choix. Soit piocher dans le sac, ils piochent 2 jetons actions du sac, ils en choisissent un, ils le placent sur la pioche correspondante, il recrute une carte face visible à gauche de cette pioche. Et vous placez l'autre jeton dans le centre-ville. Vous résolvez les effets immédiats de la carte s'il y en a, je vous expliquerai un petit peu plus tard comment fonctionnent les cartes, et vous la placez dans votre tableau. Toutes les cartes que les joueurs recrutent sont placées face visible devant eux dans leur tableau. Elles doivent être visibles par tous les autres joueurs, mais le côté gauche, avec les effets immédiats, peuvent être superposés pour gagner de la place. Donc imaginons que ce soit à moi de jouer. Je prends le sac, je pioche 2 jetons, celui-ci et celui-là. Si je veux recruter, je la pose ici, je prends une des cartes qui est visible, que je place près de mon plateau, et l'autre jeton va ici. L'autre choix que vous avez au moment du recrutement est de prendre au centre-ville. Pour ce faire, il doit y avoir au moins un jeton action disponible au centre-ville, sinon vous êtes obligé de piocher dans le sac. Vous choisissez un jeton action du centre-ville et vous le placez sur la pioche correspondante. Et vous recrutez une des cartes face visible de cette couleur. Et vous résolvez également les effets immédiats. Puis vous placez cette carte dans votre tableau. Par exemple, imaginons que ce soit l'autre joueur de jouer. Plutôt que de piocher dans le sac, il pourrait décider de prendre ce jeton-là, qu'il viendrait placer ici, pour recruter une carte. Dans une partie à 2 ou 3 joueurs, cette phase se termine une fois que chaque joueur a recruté 4 cartes dans son tableau. Dans une partie à 4 joueurs, cette phase se termine une fois que chaque joueur a recruté 3 cartes dans son tableau. Très important, vous ne révélez pas de nouvelles cartes de la pioche lorsque vous en prenez une. Les cartes disponibles seront mises à jour uniquement lors de la phase de repos. Je vais vous expliquer plus en détail comment fonctionnent les cartes ainsi que les faveurs. Ici, vous avez l'effet d'une carte. Ici, sa catégorie. Et ici, ce sont les icônes espèces. Au-dessus, pour les faveurs, les 2 premiers joueurs à rassembler 5 icônes d'une même espèce gagnent la faveur de cette espèce. Ce sont les icônes que vous retrouvez ici. Si vous obtenez la faveur d'une espèce, vous placez votre marqueur faveur sur la case inoccupée la plus haute de la tuile faveur correspondante sur le plateau principal. Vous ne pouvez gagner la faveur d'une espèce qu'une seule fois. Par exemple, le premier à avoir 5 icônes de cette espèce-là prendrait le jeton qui correspond,
et le placerai ici pour l'indiquer. Cette icône sur les cartes, l'effet qui est ici est résolu lors de la phase de revenu. Et lorsqu'il y a cette icône-là, ce sont des effets qui sont résolus en fin de partie. Ici, nous avons les cartes bleues. Ce sont les cartes marchands. Vous recrutez ces habitants pour commercer avec les espèces de Navoria. La plupart des cartes marchands fournissent des points immédiats et toutes fournissent des revenus. À chaque phase de revenu, chaque marchand donne un point de victoire pour chaque icône d'espèce correspondante de votre tableau. C'est-à-dire que lorsque vous achetez cette carte marchand, le bonus immédiat est celui-là, et lors de la phase de revenu, vous marquerez un point par icône présente comme ceci dans votre tableau. Les cartes jaunes, ce sont les cartes bâtisseurs. Vous les recrutez pour construire un refuge et obtenir des récompenses immédiates, telles que des points de victoire, des ressources ou des déplacements sur la piste d'exploration. Le refuge offre un point de départ plus éloigné pour à vos explorateurs, ainsi que de meilleurs bonus de commande. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Cette icône-là signifie que vous placez un refuge de votre plateau sur la case refuge suivante de la piste qui correspond au continent, que ça soit donc désert, glacier ou forêt. Ici, c'est le désert. Pour construire, vous prenez donc le refuge ici et vous respectez ces règles. Depuis le quai correspondant à l'île de la carte, comme vous voyez, vous retrouvez le symbole ici qui est sur la carte. Vous construisez le refuge le plus haut, donc vous construisez du haut vers le bas. Votre premier refuge sur chaque piste d'exploration doit être construit sur l'espace marqué 1 et votre deuxième et troisième sur les espaces marqués 2 et 3. C'est-à-dire que si j'avais pris cette carte, qui me donnerait donc 3 points, et de construire un refuge dans le désert. Ici il y a le 1, donc je prendrai celui-là, que je placerai ici. Le suivant irait là, et le troisième à cet endroit-là. Vous pouvez construire sur une case, même si le refuge de notre joueur s'y trouve déjà. Chaque joueur ne peut construire qu'un seul refuge sur chaque case pour un total de 3 par île. Vous n'avez pas besoin d'avoir atteint une case avec votre explorateur pour y construire un refuge. Les cartes rouges, ce sont les cartes soldats. Chaque carte soldat vous fait marquer des points en fin de partie en fonction du nombre de refuges que vous avez construits sur leur île. Donc vous retrouvez ici, comme je vous disais, le symbole de fin de partie. Vous allez marquer avec celle-là 2 points par refuge construit sur le continent de la forêt. Chaque carte soldat comprend 2 icônes de chaque espèce. Vous comptez les 2 icônes pour obtenir les faveurs de l'espèce en question et pour marquer des points sur les cartes marchands lors de la phase de revenu. Les cartes roses, ce sont les cartes aventuriers. Vous recrutez ces habitants pour faire avancer votre marqueur d'exploration d'une ou 2 cases sur la piste d'exploration concernée. Certaines cartes aventuriers donnent également des points de victoire. Les cartes aventuriers donnent 1 point pendant la phase de revenu pour chaque drapeau atteint sur les 3 pistes d'exploration. Vous voyez, vous avez des drapeaux ici. Ici, ça signifie des points de victoire. Ici, ça signifie d'avancer votre marqueur d'exploration d'un pas sur la piste qui correspond. Donc ici, c'est la forêt. Et pendant la phase de revenu, vous marquez 1 point pour chaque drapeau que vous avez atteint ou dépassé. Et les drapeaux atteints ou dépassés, que ce soit sur n'importe quel continent. Des trésors peuvent être trouvés à la fin de chaque piste d'exploration. Lorsque votre explorateur atteint la fin d'une piste, il s'arrête et vous obtenez immédiatement les points de victoire indiqués. S'il vous reste du mouvement, vous gagnez de nouveau les points de victoire pour chaque pas supplémentaire. Si votre explorateur se trouve déjà sur la case d'un trésor et qu'il se déplace à nouveau par n'importe quel moyen, vous gagnez à nouveau les points supplémentaires. C'est-à-dire que lorsque vous arrivez ici, vous allez marquer ces points-là. S'il vous reste encore un déplacement, vous remarquez ces points, et ainsi de suite. Et finalement, nous avons les cartes vertes qui sont les cartes artisans. Vous allez recruter ces habitants pour collecter des ressources. La plupart des artisans vous donnent des points. Et tous vous fournissent fruits, cristaux et épées pour compléter vos commandes. En complétant vos commandes, vos cartes artisans vous rapporteront également des points. Ici, c'est 2 points de victoire, vous collectez une épée et vous collectez un fruit. Sur votre plateau joueur se trouvent 3 quais pour commercer avec le désert, la forêt et le glacier. Vous retrouvez à chaque fois les différentes icônes là, qui sont également sur le plateau. Chaque fois que vous collectez des ressources, vous devez chacune les répartir sur un quai différent de votre choix. Une fois placés, vous ne pouvez pas changer leur position. Une fois qu'un quai dispose des ressources de sa commande, ou l'une des 3 pour le glacier, vous devez immédiatement défausser ces ressources et recevoir les gains de la commande. À gauche de chaque quai se trouvent 2 gains de base. Vous recevez ces gains chaque fois que vous complétez cette commande. Les gains avancés sur le côté droit deviennent disponibles après avoir construit le refuge à côté du gain correspondant. C'est-à-dire que d'abord, je gagne ceci lorsque je complète la commande. Pour gagner ce qu'il y a là, il faut que j'ai construit le refuge au préalable. Le symbole que vous retrouvez ici signifie que vous marquez 1 point pour chaque carte verte dans votre tableau. Donc là, comme je vous disais, si je récupère une épée ainsi qu'un fruit, je dois les mettre à chaque fois sur un quai différent. Je ne pourrais pas en mettre 2 ici par exemple. Une fois que la phase de recrutement est finie, nous passons à la phase de récolte. En commençant par le dernier joueur et dans l'ordre inverse du tour, donc en sens anti-horaire autour de la boussole, vous prenez un jeton d'action d'une pioche et vous le placez sur l'espace correspondant le plus haut disponible dans la ville pour recevoir le ou les gains indiqués. Cette phase se termine lorsque tous les jetons ont été placés. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de la partie, des jetons vont être placés sur les pioches, vous en prenez un et vous le placez sur l'espace correspondant du centre-ville. Par exemple lui, si je le prends et que c'est disponible, je le place ici
et je gagne les gains qu'il y a ici. Ici, ça vous permet de gagner des points de victoire. Ici, vous construisez un refuge sur n'importe quelle piste d'exploration. Ici, vous collectez une ressource de n'importe quel type et vous faites avancer l'un de vos explorateurs. Ici, vous collectez une ressource de n'importe quel type ou vous faites avancer un explorateur d'un pas. Ici, vous collectez 2 épées et vous faites avancer l'un de vos explorateurs d'un pas. Ici, vous collectez 2 cristaux et vous gagnez 2 points. Un cristaux et 2 points. Et ici, un cristal. Et là, ce sont différentes ressources. Toutes les ressources gagnées au cours de cette phase sont placées immédiatement sur le quai de votre choix. Si vous gagnez plus d'une ressource, vous les répartissez sur des quais différents. Si un quai possède toutes les ressources, vous complétez la commande, vous défaussez immédiatement les ressources et vous gagnez les gains. Une fois que cette phase de récolte est finie, nous passons à la phase de revenus. Vous allez gagner des points au fur et à mesure que vos alliances avec les espèces et vos explorations sont reconnues par le maire. Tout d'abord, les joueurs gagnent des revenus grâce à toutes les cartes avec ce symbole-là dans leur tableau. Ce sont les marchands. Et également les aventuriers. Puis des récompenses d'exploration s'ils sont les plus avancés sur la piste. Par exemple, cette carte-là me rapporterait un point de victoire par icône présente dans mon tableau, et celle-ci me rapporterait un point de victoire pour chaque drapeau dépassé. Pour les primes d'exploration, les joueurs dont l'explorateur est le plus avancé sur chaque piste reçoivent la première prime de cette piste, la deuxième prime et ainsi de suite. Les primes sont indiquées à cet endroit-là. Une fois que ceci est fait, une fois que la phase de revenu est terminée, nous passons à la phase de repos. Vous allez renvoyer tous les explorateurs au refuge le plus éloigné, vous remettez tous les jetons d'action dans le sac, vous défaussez toutes les cartes non recrutées lors de cette manche et vous révélez 3 nouvelles cartes de chaque pioche. Vous ajustez l'ordre du tour en fonction du nombre de points, vous indiquez bien entendu vos points au fur et à mesure autour de la piste. Le joueur avec le plus de points commence, et ainsi de suite jusqu'à celui qui a le moins de points. Vous jouez comme ceci jusqu'à la fin de la 3e manche. Donc après la 3e phase de revenu, la partie se termine. Tout d'abord, vous gagnez des points pour toutes les cartes soldats de votre tableau. Vous gagnez ensuite les points, et vous allez marquer également les points pour les tuiles faveur. À la fin de la partie, vous vérifiez les conditions de score de chaque tuile. Chaque carte de votre tableau qui correspond à cette condition vous donne 2 ou 3 points si vous avez revendiqué la faveur en premier, et 1 ou 2 points si vous l'avez revendiqué en deuxième. Cela dépend de la tuile. Par exemple ici, vous gagnez 3 points pour chaque carte verte dans votre tableau. Si vous êtes premier sur la faveur, ici vous gagnez 2 points pour chaque carte verte dans votre tableau si vous êtes le second. Et celui qui a le plus de points remporte la partie. Je vais donc vous redire brièvement comment se passe le jeu. On joue à 3 manches et chaque manche se compose comme ceci. Une phase de recrutement. Vous allez piocher depuis le sac 2 jetons action, vous en placez un sur la pioche correspondante et vous prenez une des cartes visibles, ou bien depuis la ville, vous prenez un jeton action du centre-ville que vous placez sur la pioche correspondante pour prendre une carte. Les cartes que vous prenez sont ajoutées à votre tableau. Ensuite, une phase de récolte, en commençant par le dernier joueur et en procédant dans l'ordre inversé du tour. Les joueurs prennent un jeton d'action sur la pioche de leur choix et le placent sur l'espace correspondant du centre-ville. Ils récoltent ainsi là où les récompenses indiquées. Suivi d'une phase de revenus, les joueurs gagnent des revenus grâce à toutes les cartes de leur tableau qui comportent le symbole de la phase de revenus, c'est le petit C. Ceci concerne les cartes bleues, marchands, et les cartes roses, les cartes aventuriers. Ensuite, une phase de repos, vous déplacez tous les explorateurs vers votre refuge le plus éloigné. Sur chaque piste d'exploration, vous remettez tous les jetons d'action dans le sac, vous défaussez les cartes restantes à côté de chaque pioche et vous révélez 3 nouvelles cartes. Après le 3e tour, la partie se termine et celui avec le plus de points remporte la partie. Donc voilà pour les règles de Navoria. Je vais maintenant vous dire ce que j'ai pensé du jeu. Le jeu se distingue par sa profondeur stratégique, sa gestion de ressources et son univers bien construit. C'est un jeu de gestion et d'exploration qui mélange habilement plusieurs mécaniques pour offrir une expérience de jeu à la fois stimulante et gratifiante. L'un des grands atouts de Navoria réside dans la fluidité de ses mécaniques. Les phases de jeu sont bien structurées et s'enchaînent naturellement. La phase de recrutement, par exemple, propose un choix stratégique intéressant entre choisir les jetons d'action du sac ou en choisir parmi ceux déjà présents dans la ville. Cette mécanique apporte de la variété et des surprises et oblige les joueurs à ajuster leur stratégie en fonction de la situation. Le système de cartes, avec leur diversité de symboles et d'effets, se marie bien avec la gestion des ressources et les décisions à prendre tout au long de la partie sont toutes cruciales. Les joueurs doivent constamment jongler avec les ressources disponibles, les opportunités offertes par les cartes et les différents moyens de progresser dans les pistes d'exploration. Le jeu exige une attention constante, car chaque décision peut avoir des répercussions importantes, que ce soit sur les objectifs à court terme ou sur les stratégies à plus long terme. Cette combinaison de choix à court et long terme contribue grandement à l'immersion et à l'intérêt du jeu. L'un des aspects les plus intéressants de Navoria est sa gestion de ressources. Il est essentiel de bien planifier l'utilisation de chaque bien, qu'il s'agisse de nourriture, d'armes, de minéraux, car il n'est jamais question d'avoir trop de ressources, mais plutôt de les utiliser de manière optimale. La gestion des docks, où vous devez placer vos ressources de façon stratégique, ajoute une couche de complexité qui peut faire pencher la balance à votre faveur, ou vous coûter des opportunités si vous n'êtes pas vigilant. Les cartes et les effets qui en découlent demandent généralement une réflexion constante, car chaque carte peut offrir des avantages supplémentaires en fonction des ressources que vous avez collectées et de l'endroit où vous les avez placées. La tension entre l'acquisition
pour remplir des objectifs à court terme et la planification à plus long terme, notamment pour les objectifs en fin de partie, crée une dynamique de jeu captivante. Cette gestion minutieuse est l'un des moteurs du jeu et elle récompense les joueurs capables de garder une vue d'ensemble tout en optimisant leurs actions à chaque tour. Le thème du jeu, l'exploration et le commerce dans un monde fantastique, est bien intégré et cohérent. L'univers est suffisamment riche pour apporter une immersion agréable tout au long de la partie. Les différents types de ressources et d'objectifs, l'exploration, la construction, sont liés au thème de manière efficace, renforçant ainsi l'expérience de jeu. Le concept est de construire des avant-postes et d'explorer de nouvelles terres s'intègre bien aux mécaniques de progression et chaque joueur se sent véritablement impliqué dans l'élargissement de son influence sur le plateau. L'utilisation des cartes avec leurs différents symboles, les humains, gobelins et bêtes, est aussi une manière élégante de lier le thème à la mécanique. La possibilité de marquer des points en fonction des symboles d'espèces que vous collectez sur les cartes contribue à la fois à la stratégie à court terme et à l'aspect narratif du jeu. C'est un ajout intelligent qui permet au thème de se tordre et de se déployer tout au long de la partie sans jamais se sentir forcé. La rejouabilité est importante. Grâce à la grande variété de cartes, de ressources et de stratégies possibles, chaque partie est différente. Le système de cartes avec ses différents types et effets offre une multitude de combinaisons possibles, ce qui permet aux joueurs de renouveler leur approche à chaque nouvelle session. De plus, les différentes pistes d'exploration et les multiples moyens d'accomplir les objectifs créent une diversité stratégique non négligeable. Ce niveau de variété est particulièrement apprécié par les joueurs stratégiques qui aiment explorer de nouvelles tactiques et qui recherchent un jeu avec une profondeur durable. En outre, le fait que le jeu soit accessible à différents niveaux de complexité permet à chaque groupe de joueurs de trouver sa propre voie, en fonction de ses préférences et de son expérience avec ce genre de jeu. En conséquence, il est peu probable que le jeu devienne monotone après quelques parties. Le jeu représente une courbe d'apprentissage initiale qui pourrait déstabiliser certains joueurs au début. Il faut un peu de temps pour comprendre pleinement l'importance de chaque ressource, de la gestion des docks, l'impact des cartes, les pistes d'exploration. Ce n'est pas un jeu que l'on maîtrise à la première partie, mais qui est très agréable et très satisfaisant sur le long terme, car cette courbe d'apprentissage est rapidement surmontée. Une fois que les mécaniques sont comprises, le jeu devient fluide et très agréable. C'est une expérience gratifiante de voir sa stratégie se déployer au fil des tours, et les joueurs plus expérimentés apprécieront sans doute la profondeur des choix à faire. Bien que l'introduction peut être un peu délicate, elle ne constitue en aucun cas un obstacle majeur, et la courbe d'apprentissage reste raisonnable par rapport à la grande richesse du jeu. Le rythme du jeu est bien équilibré, avec une alternance entre phases de recrutement, d'action et d'acquisition de ressources qui maintient l'intérêt des joueurs sans les laisser s'ennuyer. Chaque phase a son propre rôle, et bien qu'il y ait un certain nombre d'actions à réaliser, le jeu ne devient jamais trop lourd ni complexe. Le tout reste fluide et suffisamment rapide pour garder l'attention des joueurs. Le jeu se prête aussi à des parties relativement rapides pour un jeu de stratégie de cette envergure, ce qui est un avantage non négligeable pour ceux qui n'ont pas des devant eux. Navoria est un excellent choix pour les joueurs qui aiment les jeux de stratégie avec une gestion de ressources bien pensée et des décisions stratégiques intéressantes à chaque tour. Il offre une grande profondeur et une richesse de gameplay qui satisferont les joueurs expérimentés, tout en restant suffisamment accessible pour ceux qui sont prêts à investir du temps pour maîtriser les règles. La thématique d'exploration et de commerce est bien réalisée et se marie parfaitement aux mécaniques de jeu. La rejouabilité, la variété des stratégies possibles et l'immersion offerte par les cartes et les actions en font une expérience plaisante à chaque partie. Le jeu est fluide et offre des heures de jeu intéressantes. C'est un jeu que l'on prend plaisir à jouer encore et encore, qui peut convenir à des groupes de joueurs variés, allant des plus novices aux plus stratèges. Il s'agit d'un jeu de grande qualité qui mérite d'être joué par tous ceux qui apprécient un bon défi stratégique dans un univers immersif et bien conçu. Donc voilà pour cette vidéo sur Navoria. J'espère que ça vous a plu, c'est vraiment un jeu qui vaut le coup d'œil et dont en plus j'ai pas parlé de la direction artistique mais qui est aussi d'une très grande qualité. L'illustration des cartes ainsi que le plateau participe à cette immersion. Je peux que vous inviter à découvrir ce jeu. J'espère que la vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne. Ça nous motive et ça nous aide pour le référencement des vidéos. Sur ce, je vous dis bonne partie et bon jeu!